vaut mieux acheter pas cher de l'immobilier avec un emprunt cher et refinancer à terme que d'acheter l'immobilier très cher avec un emprunt pas cher. Moi, je préfère largement la première situation. Donc le sujet, c'est le banquier et d'arriver à prendre un emprunt qui soit inférieur à l'inflation. Et du coup, un bon taux, c'est un taux inférieur à 3% aujourd'hui. Alors comme ça, vous aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé un truc avec votre argent. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale. Quand j'ai commencé ce podcast en 2019, je dois vous l'avouer, je ne prenais vraiment pas le temps de m'occuper de mon argent. Et aujourd'hui, après avoir rencontré plus d'une centaine d'invités géniaux, j'ai clairement pris du galon. J'ai réalisé de super investissements que j'aurais jamais pensé faire. En IMO, sur les cryptos, en bourse et dans bien d'autres domaines bien plus exotiques. Et ma conviction de départ s'est confirmée, gérer son argent, ça commence avec les premiers euros. Pas besoin d'être milliardaire pour commencer à s'en préoccuper. Abonnez-vous et vous aussi vous apprendrez à trouver la martingale. Nous y voilà. Salut Gauthier, ça va ? Salut Mathieu, très bien. Ouais, écoute, je suis en forme. Je vois que je dis salut Gauthier comme si je cherchais ton nom, mais tu sais très bien vu qu'on en parlait juste avant que je le cherchais pas. C'était plus d'ailleurs sur Delabrousse-Maillot, savoir si je devais dire tout entier ou pas tout entier. C'est la totale. Ouais. Delabrousse-Maillot. Mais en revanche, t'as pas de particules. Malheureusement non. Pourtant, non. Delabrousse-Maillot, c'est quand même, ça fait quand même assez, non ? Ça peut faire particule. En plus, j'ai fait une partie de mes études à Versailles, mais rien de tout ça. C'est tout attaché de la brousse-maillot. T'étais la risée de tes potes à Versailles, du coup, parce que j'étais personne. Ouais. Écoute, on a déjà nous enregistré par le passé un épisode notamment autour des SCPI. Moi, j'en retiens notamment, et j'avais adoré cet échange avec toi. Et puis depuis, on a quand même gardé le lien sur pas mal de choses. On échange assez fréquemment. Ouais. Et puis tu m'as fait le plaisir de m'accompagner en tant que sponsor sur la martingale, un peu sur Génération Do It Yourself pour le full disclaimer. Mais en fait, ça change rien. Je t'en remercie. Au contraire, ou ça change tout pour moi, mais ça change rien dans mes choix éditoriaux en tout cas. Et pourquoi moi j'aime bien parler avec toi, parce qu'en fait t'as une double casquette, triple casquette en fait, très entrepreneur dans l'âme, qui a revendu une première boîte autour des pharmacies si je me trompe pas. Non, des agences de marketing digital. Le mec est à côté de la plaque, oui, non, parce qu'on parlait de nos amis dans les pharmacies auparavant, et notamment de Cédric Debrix. Marketing digital, t'as revendu une première boîte, et derrière tu t'es lancé dans un univers qui avait été assez peu disrupté, les SCPI, et donc j'inviterai à tous ceux qui n'ont pas écouté ce premier épisode de l'écouter, parce que c'est vraiment intéressant. Et vous avez fait un choix avec Iroko, qui est d'avoir une approche sans frais d'entrée, avec des frais qui sont calculés un peu différemment, plutôt sur un peu la gestion, c'est ça ? Exactement. Nous, le premier choix, il était d'être régulé. Parce qu'on pense que c'est important pour gérer l'épargne de l'être. Et le deuxième, c'est d'avoir des frais qui étaient alignés avec ce qu'on attend de toi, d'acheter, de vendre, de faire des travaux, de faire des plus-values. Et du coup, 100% de notre M, elle est là-dessus. Mais t'as raison, moi, au-delà d'Iroko, moi, je suis un curieux global de l'épargne. Et quand j'ai été, il y a quelques années, en position d'épargnant, on s'est pas mal penché à plusieurs sur tous les produits d'épargne. Et du coup, on a exploré beaucoup de choses. Le private equity, les cryptos, l'immobilier, pour parler des trois grandes principales zones qu'on a essayé un peu d'explorer, sachant qu'en plus, tu vois, à côté de ça, on a regardé, on a fait des petites opérations dans du vin, dans des voitures de collection, on a même fait un peu de montres, tu vois, mais plus par curiosité que par talent, et du coup, c'est vrai que quand on regarde un peu ce qu'on a pu faire auparavant, après on s'est professionnalisé en immobilier, mais on reste, tu vois, actif sur un peu tous ces sujets-là. Et c'est vrai qu'à l'heure de faire un peu un petit bilan sur 2022 et de préparer 2023, il y a pas mal de choses à dire. Tant 2022 a été une année hallucinante en termes d'événements qui ont changé plein de choses, quoi. Et c'est exactement l'idée, hein, pour ceux qui nous écoutent. De cet épisode, c'est de faire vraiment un épisode de fin d'année. L'idée est vraiment de se dire, ok,
Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui a changé? Et je fais ça tous les ans avec différentes personnes. Cette année, tu es l'heureux élu. Et l'idée avec toi, Gauthier, c'est de parler un peu de tous ces univers. Tu l'as dit un peu, private equity, crypto, IMO, vin, voiture de collection, montre, pourquoi pas. Enfin, je sais que sans être spécialiste partout, c'est plus d'avoir une vision holistique, un peu globale. Ouais. Et à chaque fois, je sais que on se voit, qu'on déjeune, qu'on échange même par WhatsApp. On a un peu toujours ce truc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Où est-ce que t'en es là-dessus? Une grande curiosité sur tous ces univers. Toi, en gros, vous, avec tes associés, vous avez eu une histoire où vous vous êtes dit, bon, ok, j'ai vendu ce business. Maintenant, comment je vais allouer mon argent et ma vie, en fait, finalement, mon temps? Sur quoi? Vous avez exploré plein de choses. À chaque fois, tu vois, je te racontais le rachat de Magma tout à l'heure. Tu me dis, ah bah oui, mais tiens, j'ai creusé là-dessus. Ah bah un tel, t'as vu, il a investi 50 millions pour les brosses à gratter pour les chiens. Enfin non, il a investi 50 000 euros par mois d'AdWords ou par jour, non? Par jour, tu me disais. Et donc voilà, à chaque fois on a les mêmes types de curiosité et je me dis bon, c'est intéressant de voir avec quelqu'un de curieux comme toi tes intuitions et puis ton analyse sur ce qui s'est passé. Donc je te propose qu'on commence en effet sur 2022. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu? On a parlé pendant une demi-heure de FTX la dernière fois qu'on s'est vu. Alors j'en ai parlé aussi dans l'épisode de récent avec nos amis Owen Simonin et Marc Fiorentino. On va pas forcément refaire des heures sur FTX, mais en gros la bourse, l'IMO aussi c'est un endroit où on voit que c'est en train de fissurer. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas une boule de cristal, mais qu'est-ce qui se passe et comment tu le ressens? Comment vous le ressentez? Je rappelle qu'ici on donne pas de conseils, mais plutôt des analyses et voilà. Clairement, disclaimer, je fais de mon mieux. Voilà, le private equity aussi, les investissements, parce que ça, je vois moi, donc investissement dans des sociétés non cotées. Je sais pas si tu connais un peu le coté, on pourra en parler un peu, on verra. Mais dans le non coté, moi, je vois en effet beaucoup de valo. Alors, il y a un peu de tout, tu vois. Je parlais avec Nima Karimi de Silver récemment, qui fait partie, je pense, de ceux qui marchent bien envers et contre tous. Et en revanche, j'ai pas mal d'investissements que j'ai fait à des valos complètement débiles, tu pourrais dire maintenant, il y a 1 an, 18 mois, 2 ans, sur lequel là aussi ça se fissure très clairement. Où est-ce qu'on va aller? Puis après, pourquoi pas, en effet, on en a parlé dans d'autres épisodes, le vin, les voitures de collection, les montres. Ça te va comme programme? Vaste programme, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, juste pour rebondir sur sur ce que tu disais sur le private equity, je pense que c'est clairement quelque chose qui a le plus changé, et c'est pour ça que quand on parle de 2023, ça peut être un des gros axes de réflexion, en tout cas de curiosité, voire d'attente. C'est de se dire, il y a quand même quelque chose qui a implosé. La bulle du financement, elle a pété. Il y a plus grand monde qui arrive à lever des fonds. Et tu vois maintenant, on voit maintenant même des VC sur LinkedIn qui font des appels à candidature de projet, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même moins de gens qui se montent parce que de base, t'es en conseil, t'es en M&A ou t'es dans une boîte. C'est plus forcément le moment de sortir et de sur un PowerPoint se dire je me lance et je vais être financé, comme c'était le cas il y a quelques mois. Il y a aussi beaucoup de boîtes dont les chiffres sortent et les gens hallucinent un petit peu de voir la déconnexion qu'il y a entre une boîte qui est valorisée 1,5 milliard et le fait qu'elle fasse 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu parles de Swile notamment, par exemple. Et alors Swile, je pense qu'ils ont une valo encore plus élevée que ça. Et un chiffre encore moins élevé. Mais j'en ai parlé avec Loïc Soubéran, en l'occurrence. Après, c'est vrai qu'ils ont racheté une boîte en Allemagne, qui fait passer au Brésil. Enfin voilà, lui, il a une autre stratégie. Et moi, je le sens très serein dans ses baskets. Mais c'est vrai que dans une analyse froide des chiffres versus la valo, c'est très compliqué, quoi. Et c'est là où tu vas voir vraiment l'heure de vérité. Ouais, ça va être l'heure de vérité, c'est-à-dire est-ce que ces mecs-là vont réussir à relever des fonds? Et il y a un autre sujet, c'est-à-dire que tu levais des fonds pour une entrée en bourse. Et en fait, quand tu vois ce qui s'est d'abord passé en bourse, où des valeurs ont été quand même un peu saccagées, l'IPO, elle s'éloigne un petit peu. C'est-à-dire que si tu te dis, en fait, je vais rentrer en bourse dès que je ferai tant de millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, ça va plus chiffrer en dizaines de millions, ça sera en centaines de millions, et il faudra prouver des modèles hyper résilients. Tu vois, la dernière introduction en bourse, un peu significative pour moi, c'était OVH. OVH, ils ont des chiffres, c'est hallucinant. Ils font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ont un business ultra récurrent. C'est des boîtes qui sont plusieurs étages au-dessus de pas mal de licornes en termes de revenus, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse marche, il y a une grosse marche à franchir, et du coup toute la partie amorce, etc.
maintenant les gens sont moins ambitieux, les tours sont plus bas et du coup c'est intéressant de se lancer. Tu vois, je regarde juste, mes chiffres sont à prendre avec des pincettes, je les regarde sur Google, voilà, c'est des chiffres OVH et en parallèle, hein, donc, mais je vois que OVH aurait fait en 2021 donc 663 millions de chiffre d'affaires et serait valorisé au moment où je vous parle 3,6 milliards. En effet, de temps en temps, on a des licornes de la French Tech qui font entre 10 et 100 millions de chiffre d'affaires et qui sont valorisés dans la même chose, et certains qui vont vraiment littéralement faire plus de 10 fois moins de chiffre d'affaires que 10, 15, 20 fois moins que OVH et être valorisé la même chose. Donc c'est sûr que ça pose des questions. Après, c'est vrai qu'il y a un alors c'est comme ça que je l'interprète, peut-être que je suis actionnaire de certaines d'entre elles et j'essaie de me rassurer comme ça, mais il y a un moment où tu te dis je reprends un cas, je vais mettre des mots comme ça au moins ou des noms, mais je reprends le cas de Loïc Soubeyran et de Swile. Je me dis finalement quand tu as une bonne tech, tu as une belle vision, t'as un bon background et qu'on te dit tiens je te file 300 millions sur une valo à 2 millions et puis que toi tu fais des bonnes acquisitions, que tu arrives à faire ce qu'on appelle un build-up quoi, à bien assembler tout ça, à un moment en fait tu vas passer de 10 millions sur ta propre boîte à 100, 120, 130, puis tu vas faire grossir le tout, puis tu vas te coter en bourse et en effet ça peut fonctionner. Enfin je veux dire ça part de là aussi l'aventure entrepreneuriale, en particulier dans le private equity, c'est juste quelqu'un qui a la foi et qui a besoin de cash pour racheter des boîtes, un leader qui doit emmener des gens dans sa vision et dans son aventure quoi. Ouais, je suis hyper d'accord. Mais le sujet, il est surtout si ça fissure, ça marche plus. C'est que en fait, t'as des étapes. Et là, il y a des étapes qui sont tu vois, avant qu'on te prête 100 ou 200 millions, on peut tu vois, il y a des chiffres intermédiaires quoi. Tu peux dire tiens, en fait, on pourrait valoriser, on pourrait faire des étages ou avec tu vois des après tu vois maintenant les dernières levées, elles sont vachement comme ça, c'est-à-dire que tu fais une levée de fonds, mais en fait ton VC te dit si tu veux activer ton investisseur, en fait il t'active des tranches, c'est-à-dire qu'il dit voilà l'objectif 1, donc moi je commit 100 millions, mais en fait je te donne que 20. Si tu veux 20 supplémentaires, il faut atteindre ce milestone-là. Si tu veux celui-là, il faut atteindre ce milestone-là. Et du coup, ça permet de dérisquer un peu l'argent des LPs de ces fonds-là et de se dire, en fait, on va un tout petit peu... Le LP, c'est celui qui investit dans les... Exactement. Ouais. Et l'enjeu, c'est d'arriver à objectiver un tout petit peu ces levées de fonds-là. Après, on voit quand même qu'il y a toujours des levées de fonds. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Après, là-dessus... c'est la partie la plus nerveuse du marché. Ça s'est passé en 2022. Moi, je m'attends quand même, tu vois, en 2023 à ce que petit à petit ça revienne. Tu sens que les fonds, ils voulaient plus faire de deal ces derniers mois, que là petit à petit, tu vois, nous on est disclaimer, on n'est pas en levée de fonds, mais on reçoit quelques petits coups de fil. On n'avait aucun coup de fil pendant 6 mois, et là on commence à être réappelé. Dire attends, vous avez quoi en tête 2023, est-ce que vous voulez lever, pas lever, etc. Tu vois, ils viennent un peu à la pêche aux infos, et il y a beaucoup d'argent, on appelle ça de la dry powder, de se dire en fait sur le côté, il y a des centaines de millions quand même qui sont là, qui ont été levés par ces fonds-là. Ouais. Exactement. Le tout, c'est que vous chez Iroko, vous avez un côté très safe, je veux dire, j'exagère un peu, c'est toujours risqué d'investir dans Iroko mais risqué pour un investisseur, mais je veux dire t'as des assets, vous avez des investissements, vous êtes assez vous dépensez pas beaucoup en non, on est une RH, toute petite boîte, t'as raison, équipe, etc. Donc après il y a deux boîtes bien séparées, tu vois, t'as Irokozen qui appartient aux épargnants et qui a son profil de risque, tu vois, qui est 3/7 avec de l'immobilier et des revenus en face. Et après t'as Iroko, la société de gestion qui a son agrément, qui a des fonds propres réglementaires à respecter. Tu vois, on est une quarantaine et t'as raison, c'est-à-dire que en fait, c'est pas non plus... T'es quasiment pas une start-up, si je voulais le dire comme ça aussi. C'est exactement ça. Et nous, c'est ce qu'on leur dit. Nous, on est une boîte, tu vois, on est rentable depuis le début de l'année. Pour notre deuxième année, on est une boîte saine et en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire que... Mais ça c'est un point important, pardon, je t'arrête Gauthier parce que je pense que c'est ça aussi le point important, c'est que là en ce moment, l'argent, je pense à mon ami Renaud Guilherme par exemple avec Side Angels, pas mal de gens comme ça, lui, alors il a toujours gardé ça, cette cible qui était de dire j'investis en private equity, donc dans des sociétés non cotées, que dans des boîtes qui valent, je vais dire une connerie, mais c'est moins de 2 millions et qui cherchent, qui sont rentables ou, enfin j'exagère, mais ou pas loin, ouais. Et qui cherchent 500 000 euros sur une valo, enfin tu vois, bon, et donc
qui font du chiffre. Enfin, il était vraiment sur quelque chose de très sur lequel tu trouvais plus rien en fait il y a un an parce que il y avait aucune boîte qui était. C'est exactement ça. Et donc du coup là, c'est redescendu un peu et lui, il est très bien dans sa thèse d'investissement. Mais voilà, vous contactez Renaud Guilherme si vous voulez en savoir plus sur son truc. Mais c'est assez intéressant. C'est avec lui qu'on avait fait travailler sur FairShares l'année dernière. En revanche, oui, en effet, la complexité, elle se fait sur ceux qui se sont enflammés ou ceux qui essayent de s'enflammer, ceux qui rentraient avec un PowerPoint et qui essayaient de lever 10 millions sur une valo à 50 alors qu'il y avait même pas une ligne de code décrite ou rien du tout quoi. Mais tu vois, après ça dépend des barrières que tu as à l'entrée, tu vois. Nous, on a levé beaucoup d'argent, tu vois, sur une valo à peu près autour de 10 millions d'euros, tu vois, on avait un peu plus de 3 millions d'euros, on n'avait pas grand-chose non plus. Mais en face, on avait une vraie barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'on se disait en fait le jour où on a construit la tech et on a notre agrément, on pourra faire ça et là on pourra se lancer et cette activité-là elle sera rentable. Mais pour arriver à franchir cette barrière à l'entrée, voilà ce qu'il nous faut. Si c'est pour acheter des actifs, faire des build-up, si c'est pour péter des barrières à l'entrée pour rentrer sur des marchés, c'est vraiment l'agglomération d'entreprises quoi. J'en achète plein et puis je les assemble. Ouais. Exactement. Là en fait tu construis des actifs. T'as besoin de cash. Et t'as besoin de cash. En fait, il y a quand même des situations où parfois il y avait des sociétés qui avaient pas besoin de lever de fonds, qui avaient juste besoin de croître, mais qui avaient pas besoin d'argent et qui levaient quand même. Tu vois, notre ancienne boîte, Effilab, donc c'est une agence de marketing digital, donc on faisait de la pub sur Google, AdWords, Facebook, Instagram. T'as jamais besoin de lever de fonds sur ce genre de business. En fait, t'as un client, tu recrutes, t'as un autre client, tu recrutes et ainsi de suite. C'est comme des cabinets de conseil. C'est des boîtes qui n'ont pas besoin de recruter, c'est des business qui sont pas hyper scalables, mais qui peuvent croître joliment. Et si tu lèves des fonds, c'est pour faire des acquisitions. Mais quand tu commences à mélanger, en fait, le sujet c'était un peu le mélange des genres, de dire on va commencer à prêter beaucoup d'argent sans avoir avant atteint les étapes, et on va prêter beaucoup d'argent à des business qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin. Si je me remets du côté donc des investisseurs, des investisseurs qui nous écoutent, on a parlé un petit peu de private equity là. Ouais. On a d'autres secteurs, la bourse, les cryptos, l'IMO. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Ouais. À la limite, je dirais celui sur lequel il s'est encore le moins passé, en tout cas où on le ressent potentiellement moins comme ça parce que c'est le moins nerveux. On a peut-être commencé sur le plus nerveux avec les cryptos quand même. Clairement, ouais. Et le moins nerveux, c'est peut-être l'immobilier. Et non, juste sur le private equity, il y a quand même un truc, c'est que du coup, les fonds sont quand même structurés avec des millésimes. Et du coup, moi, je suis quand même convaincu que les millésimes qui vont se lancer là en 2023 vont potentiellement être des bons millésimes parce que les multiples sont quand même assez faibles et du coup, le rapport de force pour les investisseurs est assez bon pour rentrer sur le marché. Et maintenant, tu as quand même pas mal de boîtes qui te proposent de vachement baisser les tickets d'entrée. C'est-à-dire qu'avant, c'était hyper dur d'investir dans du private equity chez Ardian, chez Balderton, etc. C'était réservé à des gens qui mettaient des tickets plutôt 100 000, 500 000. Même plus. Ouais. Et petit à petit, il y a une vraie démocratisation. Et tu as des produits... retail, on appelle ça. De retailisation du private equity que tu peux avoir en assurance vie, que tu peux avoir en direct. Tu vois, il y a Quentin Romet avec Opal Capital qui te permet d'investir à partir de 100 000 euros dans des fonds qui avaient plutôt des tickets d'entrée supérieurs à 2, voire 3, voire 4 millions d'euros. Quand on remet de Homunity? De Homunity, exactement. Okay. T'as Moonfair, et tu vois, t'as pas mal de beaux projets. T'as Apax qui a sorti aussi un produit de private equity à partir de 5 000 euros. Voilà, t'as pas mal de fonds qui commencent à se retailiser et je pense qu'il y a des belles choses à faire. En tout cas, tu vois, moi, dans mon petit programme 2023, je me suis coché cette case-là parce que je pense que c'est un bon moment. En tout cas, c'est moins cher qu'avant, quoi. Donc, on surveille de près le private equity. Ça, je pense que je te suis aussi. C'est vraiment un endroit sur lequel ça va tellement changer. Donc, comme tu le dis, en fait, une des choses qui va changer, c'est le prix, l'accessibilité. Ouais. Alors là, des fonds, mais aussi les valos vont baisser à l'entrée. Exactement. Une des problématiques qu'on avait là, c'est que c'était tellement chaud bouillant que n'importe quel pélos qui sortait avec son idée, il levait beaucoup. J'exagère un peu, mais sur trois fois rien. Donc quoi qu'il arrive, même si son idée était bonne, si les valos de seed à l'origine étaient à 1, 2, 3 millions, aujourd'hui on était passé très vite à 10, 15, 20 millions. Aujourd'hui ça a changé, donc tu payes moins cher à l'entrée, donc ton multiple sera beaucoup plus important à la sortie. Et du coup, t'es bien positionné par rapport à un cycle, parce que tu rentres plutôt bas, plutôt quand les multiples sont faibles, en espérant que la situation bouge un petit peu. Et sur les zones moins nerveuses,
effectivement, t'as l'immobilier. Attends, juste pour finir, du coup, c'est moi qui recontinue un petit peu sur private equity, puisqu'on s'est un tout petit peu projeté aussi. Ça veut quand même dire qu'il est probable que sur tous les invests que j'ai fait en 2020, surtout 21-22, je les ai payés trop cher, et que là, les valos soient sacrément corrigés, voire qu'il y ait de la casse là-dessus, non? Ça dépend, c'est-à-dire que en fait, tes investissements de 2020-2021, les boîtes, en 2022-2023, elles doivent commencer à trouver un modèle économique. Il va y avoir aussi une opportunité, à travers la pression que ces boîtes-là vont avoir, de trouver leur rentabilité. Et tu vois, c'est le message qu'ont envoyé tous les fonds à leur participation, c'est de trouver un équilibre. Et cette pression-là, moi, je trouve qu'elle est assez saine et elle force tout le monde à être créatif. Tu vois, quitte à pivoter, quitte à changer de modèle économique, quitte à changer de pricing, quitte à augmenter les prix, etc. Mais il y a quand même plein de solutions. Donc, resserrer les équipes. Moi, c'est un des messages. Ce matin, j'ai reçu un débrief d'une boîte dans laquelle j'ai investi, quelqu'un assez connu, et ça, je peux pas le dire parce que ce serait pas sympa. Mais je dis, moi, quand je lis entre les lignes ton truc, ça va pas très bien. Je dis, il va falloir soit débloquer un truc vite, et la période n'est pas bonne. Ça n'arrivera pas sans doute pas avant mars, parce que je dis la période, c'est au-delà de la période, dans son grande période, c'est que là, on enregistre en décembre, janvier, tu signes rien, donc de toute façon, voilà, c'est la France, l'Occident en tout cas, tu recommences à signer en février, c'est surtout mars qui est une bonne période. En fait, ça peut paraître long, tu dis mars, ça va, c'est 2 mois, j'ai quelques mois, mais en fait, lui, quand je vois le cash burn, donc sa boîte dépense tous les mois par rapport à ce qu'ils ont en trésor, on parle de très exactement 350 000 euros de cash burn pour 5 millions 6 de trésor. Tu fais le calcul, ça fait t'as même pas 18 mois de trésor. Je lui dis, ça veut dire que dans 1 an, tu dois être sérieusement engagé sur ta levée. Je lui dis, 1 an, c'est trop court, quoi. Et donc, surtout si t'as pas du tout trouvé ton modèle. Donc, du coup, je lui dis, la deuxième option, c'est alléger les dépenses vite, peut-être redescendre de 350 à 200K, si vous voulez, de l'air pour arriver, justement, plutôt 30 mois de dépenses. Clairement. Et voilà. Et donc, c'est clair que, là, tu te dis, sur ces boîtes-là, moi, je vais serrer un peu les fesses et lui, il doit serrer encore plus, hein, mais... Et tu serres les fesses. Après, c'est-à-dire que si ces boîtes-là, elles survivent, elles trouvent leur modèle économique, potentiellement dans 3-4 ans, quand tu peux espérer avoir des événements capitalistiques importants, ventes, sorties, etc. Elles seront peut-être dans un cycle aussi qui est bien meilleur, quoi. Donc bon, à regarder de près le private equity, notamment, moi je note et je suis d'accord, les sociétés qui se lancent maintenant, parce que là il va y avoir des choses plus raisonnables avec des gens très résilients, qui n'ont pas peur, et voilà, ça reste toujours très risqué le private equity, on le dit, mais et tu vois, il y a aussi un sujet de carte en main, c'est-à-dire que tu montais une boîte en 2020, fallait aussi avoir un peu de chance, quoi, parce que potentiellement tu te prenais le Covid, l'augmentation de l'énergie, une crise économique et l'inflation dans la gueule. Donc il y a des mecs, en gros, ils ont rien demandé à personne. L'augmentation des salaires de ouf dans tous les sens. Et la guerre des talents. La guerre des talents, ouais. Donc en fait, t'avais plein de choses que tu pouvais pas anticiper, qui entre 2020 et 2022 pouvaient te tomber dessus. Alors que là, tu montes une boîte aujourd'hui, on est dans un autre choisis un modèle économique qui résiste à tout ça, et si tu arrives à lever, si tu arrives à convaincre des investisseurs, c'est que tu as passé dans la tête de tout le monde un petit stress test sur tous ces sujets-là. Très bien. Allez, pick your next item. Est-ce qu'on va sur les cryptos, l'IMO? Moi, je suis chaud sur l'IMO. Ouais. Moi, l'IMO, c'est mon petit dada. Après, l'IMO, quand je dis que c'est mon petit dada, c'est parce qu'on achète pas mal d'immobilier d'entreprises. Donc, on achète des bureaux, des entrepôts, des commerces avec Iroko. C'est ce que j'avais aimé dans notre dernier épisode, je le redis ici, parce que en fait vous faites tout, et moi tout ce que j'aimerais faire si j'avais que ça à faire, tu vois, j'en fais déjà un peu, tu le sais, des bureaux ici à Bordeaux, à droite à gauche, mais de l'entrepôt j'adorais, et puis vous le faites comme des experts, notamment à la fois du digital, du e-commerce, avec une vraie vision économique, et qui est pas juste en fait dire tiens, ça c'est une belle opportunité, on va faire ça et puis on verra, etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais beaucoup aimé, pour revenir là-dessus. Et du coup, sur ces classes d'actifs-là, ça bouge. C'est vrai qu'on en a moins entendu parler, mais il y a quand même plusieurs gros changements. Le premier, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et du coup, de se dire, tous les gens qui achetaient de l'immobilier avec de la dette, et ça représente beaucoup d'institutionnels, beaucoup de fonds, etc.,
ils arrêtent de faire des deals. C'est fini. Avec le coût de la dette, t'arrêtes. Et du coup, attends, les très gros, les grosses banques, les fonds, on parlait toute la partie avec des fonds qui devaient avoir du leverage, arrêtent d'acheter. Les JP Morgan, certains de leurs fonds, Amundi, on parlait de... se tournent les pouces et attendent que le marché change. Parce que là, il y a deux choses. C'est les SCPI, non, en revanche. Et les SCPI, non. En fait, là, le sujet, c'est cash is king. C'est-à-dire que là, ceux qui ont du cash sont les rois du marché. Les vendeurs les adorent parce que t'es sûr que ton deal va pas péter pour une condition de financement que tu vas pas honorer. Et du coup, quand t'arrives avec du cash aujourd'hui sur le marché, 1, ton vendeur t'adore, 2, il y a plus que toi. Ça se voit. Alors, je vais réexpliquer sur une version toute petite, pour que tout le monde comprenne. C'est Loïc Audet d'Imocities qui me disait ça. Tu les connais un peu, Imocities? Ouais, de nom. Ouais. Et Loïc, il me dit, nous, on fait des OP sur lesquels, en fait, on arrive full cash. Donc, t'as un appartement à vendre. Tu vas avoir, je vais dire 200 000 euros. Généralement, t'as plusieurs vendeurs en face. Eux, ils arrivent, ils te disent, moi, je te le prends à 170 maintenant, sans condition suspensive. Donc, j'ai pas besoin d'obtenir un crédit, j'ai pas besoin de machin, sachant que les crédits sont difficiles à obtenir, que souvent, t'as une mauvaise surprise parce que tu te dis, je vais avoir un taux à 1%. Clairement. Puis toi, t'arrives avec ton taux à 2,5 et puis tu te dis, non, ça va me coûter trop cher. Donc, il me dit, en fait, même les vendeurs particuliers, quand t'arrives avec un prix en dessous, mais bien en dessous, genre 15% sans condition. Ils valorisent la certitude. Ils se disent, attends, moi, je veux vendre, je veux être sûr, j'ai pas envie de me taper. Mais de temps en temps, ils se sont déjà tapés 2 fois des gens qui avaient, ça leur est déjà arrivé et t'es en marché baissier. C'est-à-dire que tu préfères vendre pas tout à fait le prix d'aujourd'hui, plutôt que de devoir le remettre en vente dans 6 mois, où tu te dis que le marché, il va encore rebaisser. Et tu vois, nous, là, on rattrape des deals. Tu vois, là, il y avait un deal qu'on avait perdu aux Pays-Bas, pour un bureau loué avec un 9 en ferme. Le vendeur a préféré choisir une autre offre. Il nous a rappelé, l'offre, elle est tombée par terre parce que le financement n'est pas arrivé. Et du coup, nous, on le rachète, mais quasiment 15% plus bas. En fait, il aurait mieux fait d'accepter notre première offre, qui était peut-être pas la meilleure, mais il se retrouve 6 mois plus tard avec une grosse baisse. Donc du coup, sur cet immobilier-là, il y a moins de dettes, il y a moins d'acheteurs, et surtout, il y a moins de transactions. Là, il y a, tu vois, il y avait le CIMI la semaine dernière, donc un gros salon de tous les acteurs de l'immobilier, porte-maillot. Donc là, t'as tous les brokers, t'as tous les investisseurs institutionnels, t'as toutes les sociétés de gestion, etc. Donc t'as des gros faiseurs du marché. En France et en Europe qui sont là, et tout le monde se tourne un petit peu les pouces en se disant on a hâte de rebosser, parce que là en fait il y a 6 mois, 3 mois derrière, 3 mois devant, en tout cas c'est mon analyse, où tout le monde a levé le stylo, parce qu'en fait les vendeurs attendent les prix de il y a 6 mois, et les acheteurs veulent les prix de maintenant ou de dans 6 mois. Et du coup la baisse des transacts, elle est quand même assez élevée. C'est catastrophe pour les agents immo, ça, non? Ça va être compliqué. Et du coup, parce qu'ils ont fleuri dans tous les sens. On en a vu partout. Du coup, la baisse du nombre de transactions fait que les intermédiaires ont un boulot bien moindre. Et du coup, c'est très compliqué. C'est des périodes qui sont compliquées pour les agents immobiliers, les brokers. Ils bossent plus, mais ils font moins de transactions. Ils ont des transactions qui pètent. Ouais. C'est-à-dire, t'as fait le boulot. C'est devant toi, tu te dis il y a plus qu'à signer ça, et en fait entre les deux ça pète. Ouais, donc eux ils valorisent aussi le cash du coup, parce qu'ils savent très bien comme ils sont payés à la commission, ils veulent pas que ça pète. Donc, ils vont convaincre leurs vendeurs qu'il faut prendre les offres sûres plutôt que les offres chères, quoi. Mais du coup tu commences à avoir une baisse déjà de la valeur de ces actifs, où tu vois là je lisais un petit rapport partout en Europe. Et partout, grandes villes, régions, petites villes moyennes, etc. Immobilier commercial, immobilier perso. Tous les prix bougent. Même l'entrepôt, même les entrepôts. T'as des entrepôts. En fait, avant, on était dans une période où quasiment tout valait le même prix. Et là, le marché commence à refaire des différences entre ce qui est bien localisé, ce qui est pas bien localisé, entre un bon locataire et un mauvais locataire. Et ça c'est nouveau, entre un bâtiment qui est sain et un bâtiment qui est pas sain énergétiquement. Parce qu'en fait, au-delà des critères environnementaux et de la prise de conscience, tu vois, qui est quand même hallucinante en 24 mois de tous les acteurs de l'économie, derrière t'as des locataires. Et tu sais très bien que à bâtiment équivalent, un locataire il va choisir un bâtiment qui est performant énergétiquement. Parce que l'impact pour lui sur son chiffre d'affaires, etc., il est énorme. Quand tu vois l'augmentation des factures d'électricité pour plein de boîtes, c'est compliqué. Et du coup, c'est marrant. J'avais pas vu. En fait, c'est un peu con, mais j'avais pas vu le double effet qui se coule. C'est qu'il y a la législation. Ouais.
qui t'impose de rebouger tes passoires énergétiques, mais il y a la réalité aussi. C'est-à-dire la réalité financière. C'est-à-dire, en plus, ça te coûte cher. Attends, donc, toi, t'es locataire, on dit, tu te demandes aujourd'hui quelle est ma facture d'électricité dans ce bâtiment. Et si tu vois que t'es au dernier étage et que les fenêtres font 1 millimètre, en fait, ta facture d'électricité, elle va prendre un x2, un x3. Jamais tu vas le louer. Donc, en fait, si je lis entre les lignes, là-dedans, il faut se mettre dans l'isolation. Faut monter un business d'isolation. Tu rigoles. Je discutais avec des investisseurs de chez Ardian, qui a un gros fonds d'investissement, et tu vois, ils avaient une boîte en portefeuille qui faisait ça et qui a fait un carnage cette année. Et c'est sûr que là, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des travaux de rénovation énergétique, et que la demande est beaucoup plus forte, l'offre un peu plus faible, et du coup ils sont très en capacité de jouer sur les prix. Après, du coup, ce qui se passe, c'est que là le marché il est attentiste, que les vendeurs, en général, les gens qui possèdent de l'immobilier d'entreprise, ils ont plutôt des reins solides, et du coup là le marché il est attentiste, mais en fait tout le monde s'attend quand même à ce que d'ici au printemps, tous les gens qui ont réussi à tenir à coup de PGE, de ralentissement, un petit peu de dépenses, de plein de jeux comptables, etc. Là, les choses commencent un peu à bouger parce qu'en fait, tu peux pas tenir éternellement. Et du coup, on s'attend tous quand même à ce que les prix continuent de beaucoup évoluer dans les prochains mois. Dans l'immobilier, il y a quand même une partie beaucoup plus nerveuse. On est plutôt sur la baisse, quand même. On est plutôt sur la baisse. Et en fait, on est plutôt sur la baisse et tout le monde s'attend. En fait, tu vois, il y a la banque Wormser qui a sorti une petite étude qui est assez intéressante et qui te dit, en fait, l'immobilier, pour en période de crise, anticiper de combien ça va baisser, tu peux regarder les foncières cotées. Donc, tu as des foncières cotées et les foncières cotées, elles ont quasiment pris un moins 35% en 12 mois. Et en gros, si tu regardes les 3 précédentes crises, si tu prends ce chiffre-là, c'est à peu près la baisse totale que tu peux avoir en 18-24 mois. Donc en fait, les foncières cotées, elles sont cotées en bourse, du coup le prix, il est un peu plus nerveux, la cotation, elle est quasiment immédiate, et tu te retrouves dans une situation où, avec la baisse du côté, tu peux pas mal anticiper ce qui va se passer. Donc je sais pas si ça ira jusqu'à moins 25, moins 35, mais aujourd'hui on voit déjà un moins 5, moins 10 assez facile. Sur pas mal d'actifs, et tu vois, c'est même pas post-négo, hein, c'est juste le PowerPoint que tu reçois, il est déjà à moins 5, moins 10. Alors moi, mon expérience là-dessus dans l'IMO personnel, c'est une acquisition dans on va dire le précédent cycle baissier que j'avais pu faire, qui était en 2009, vrai cycle baissier, on va dire, et je l'avais fait pas du tout honnêtement, pas du tout à l'expertise ou à l'analyse, mais totalement à la chance, hein, mais au fond du cycle baissier. C'est-à-dire, je crois que ça devait être en juin 2009. Et en fait, j'avais remarqué à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise. Honnêtement, je me disais, je fais probablement une énorme connerie. Mais t'avais acheté quoi du coup? J'avais acheté, j'en ai déjà parlé ici, mais 80 mètres carrés dans le 18e, mais le bon 18e bien placé à 5 000 € du mètre. Et donc, mais sur le coup, je me disais, et d'ailleurs, plein de gens autour de moi me disaient, mais t'es malade, tu vois, c'est pas le moment. Ah, tu t'es pas trop trompé du coup. Non, non, en effet, ça a fait plus que 2 fois. Mais honnêtement, à chaque fois sur le coup, ce qui est marrant, c'est qu'après, tu te dis, c'est facile, le mec est machin. En fait, sur le coup, ça baissait. Ça faisait 1 an qu'il y avait plus de marché. Et en gros, pendant 1 an, il y avait quasiment plus de transactions. Et donc là, je me dis, est-ce que je retire un peu les mêmes choses parce que chaque crise est différente? Mais est-ce que tu t'attends là, je me dis, ça fait quoi, 2-3 mois qu'il n'y a plus de transactions? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à l'été 2023, un peu après? Est-ce que ça va repartir? Ça dépend quand même pas mal de ta situation. Tu vois, si t'es dans une situation, moi, je suis content d'être dans une situation où nous, on peut investir un peu tous les mois, en se disant de leur cost of hedging, quoi. Ouais, mais en vrai, tu vois, les SCPI, c'est un peu ça. Hein, c'est-à-dire que t'es pas là pour dire je vais investir tout mon argent de l'année pendant 1 mois en me disant que ça va être le bottom. Mon métier, c'est pas de deviner le bottom, et en plus je serais mauvais à faire ça. Je prends pas des paris. Je suis là on est là pour optimiser une rentrée sur des actifs qui sont sains et qui sont bien pricés au moment où on les achète. Après, c'est sûr que t'anticipes un petit peu les prix, t'anticipes un petit peu la façon dont ça va se passer, mais en tout cas, moi, si je devais entre guillemets tout mettre sur le rouge à un moment, c'est sûr que j'attendrai encore un tout petit peu. Là, il y a trop de gens qui
qui envoie ce signal-là pour pas le réceptionner. Après, tu peux te dire... Mais surtout que ça n'a pas vraiment baissé encore. Au moment où on se parle, nous, ça a un peu baissé, comme tu le dis, mais ça a pas... En fait, juste l'interprétation que j'avais, tu vas me dire si elle est bonne, mais c'est que les gens, en fait, c'est hold the door, quoi. C'est-à-dire que tu tiens tes actifs, tu dis, je vais pas vendre. Notamment, je prends le cas de quelqu'un, c'était le cas, moi, que j'avais. Ouais. Il avait acheté un appartement et pas vendu le précédent. Tu te retrouves avec un crédit relais, t'as vendu ton truc, tu tiens, tu le mets à vendre à 600 000 euros, et puis ça vend pas. Il y a quelqu'un qui te fait une offre à 550, c'est un peu comme tu me disais, tu dis non, et puis au bout de quelques mois, tu te dis bon, tu vas le baisser à 580, puis t'as quelqu'un qui te fait une offre à 500, puis tu dis non, et puis à la fin, t'as un connard qui passe, qui dit bah moi je te le fais à 420, ça fait un an que le truc est sur le marché, il y a plus personne qui a machin, et puis en fait, t'as baissé ton prix. Mais tu vois, moi ça, sur du résidentiel dans des quartiers prime, j'y crois pas trop. Parce que t'as d'autres effets, tu vois, t'as le Brexit. C'était pas très prime, le 18e à l'époque aussi, ça l'est devenu. Et tu vois, là t'as plein d'Américains qui débarquent à Paris avec du dollar fort et du coup qui se disent je vais profiter d'un euro faible et je vais me constituer un patrimoine. T'as le Brexit qui fait que Paris a une attractivité un peu renforcée. En fait, le résidentiel prime, c'est quand même entre guillemets un autre marché, et le but, au-delà du timing et tout, c'est juste de s'assurer que les prix au mètre, t'es pas en train de payer un all-time high. Et en soi, ton sujet, il est plutôt de convaincre ton banquier de te faire un prêt. Parce qu'à la fin, si t'arrives à avoir un prêt dont le taux est inférieur au taux d'inflation, bah t'es quand même hyper gagnant. Et tu vois, l'inflation, tout le monde en parle parce que ça rogne l'épargne, etc. En attendant, ça n'a pas du tout le même effet en fonction de qui tu es. Si t'es retraité, que ta retraite, elle est indexée un petit peu sur l'inflation, mais en vrai pas totalement, et que tu comptes sur une retraite et que tu as ton épargne qui est posée, là, l'inflation, elle est clairement contre toi. Tu te fais rogner. Ta retraite, tu perds en pouvoir d'achat. Tu ton salaire. Exactement. Il va rien se passer. Ouais. Si tu es un jeune actif, en gros, tu vas réussir à augmenter ton salaire, ou en tout cas, faut que tu fasses tout pour essayer de le faire. Ton deuxième sujet, c'est que tu es en train de te constituer ton épargne et les prix d'entrée sur les marchés vont commencer à être sympas. Et surtout, quand tu as une inflation à 6-7% et des taux d'emprunt qui sont plutôt à aller un peu inférieurs à 3, bah ça reste un bon deal. Ça reste un bon deal parce qu'en fait, dans tous les cas, vaut mieux acheter pas cher de l'immobilier avec un emprunt cher et refinancer à terme que d'acheter l'immobilier très cher avec un emprunt pas cher. Moi, je préfère largement la première situation. Donc le sujet, c'est le banquier et d'arriver à prendre un emprunt qui soit inférieur à l'inflation, et du coup ça veut dire bien travailler son banquier. L'emprunt, c'est quoi un bon taux? Un bon taux, c'est un taux inférieur à 3% aujourd'hui. Sachant que c'est fou, hein. Il y a un an c'était 1 quoi. Ouais. Sachant qu'il y a juste une chose qui est quand même intéressante en France, et l'oubliez pas, c'est qu'un bon taux inférieur à 3%, si les taux montent, bah tu seras bien. Parce que ce sont des taux fixes. Enfin, prenez pas un taux variable. Et si les taux baissent? Et si les taux baissent, tu renégocies. C'est absolument génial, ça. Alors, c'est magnifique. Et c'est une niche française en Europe, c'est assiégé. C'est-à-dire que là, l'Union européenne demande à la France d'arrêter de faire des emprunts à taux fixe, et de les variabiliser comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Donc clairement, moi, c'est un des gros sujets. On peut acheter avec un taux fixe en France à l'étranger? Alors c'est hyper compliqué. Okay. C'est hyper compliqué. Tu vois, nous on fait des acquisitions, notamment en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne. On a beaucoup de mal à les financer en France. On essaye. Tu vois, on contacte les caisses locales tu vois, typiquement de CaixaBank ou de banques qui sont de ces pays-là. Tu vois, c'est Bank of Ireland qui prend nos emprunts en Irlande, etc. Et on essaie de parler aux caisses françaises, on n'y arrive pas du tout. C'est très compliqué, et là tu prends plutôt des emprunts à taux variable sur l'Euribor, et donc c'est chiant. Ouais. Parce que dites-vous que là, en revanche, quand ça monte, tu peux aller, t'es pas sûr que ça va pas monter à 10%. T'en sais rien, quoi. Enfin, j'exagère. T'en sais rien. Après, si tu regardes l'OAT, donc l'OAT c'est le prix auquel, l'OAT 10 ans, c'est le prix auquel l'État français emprunte sur les marchés. Et c'est ce taux-là qui est pas mal scruté pour essayer de voir comment les taux vont évoluer. Ce que fait l'OAT, c'est un petit dos rond, quoi. C'est-à-dire que tout le monde anticipe que les taux augmentent encore pendant 6 mois et qu'après ils se stabilisent. Mais l'anticipation de tout le monde, c'est pas une stabilisation à 1% comme avant, c'est un retour à un monde où l'inflation est quand même beaucoup plus élevée et donc les taux sont plus élevés,
avant, la BCE, elle avait un objectif d'inflation max à 2%. Aujourd'hui, ça va plutôt être un objectif mine. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'on reste à 2-3%. Okay. Donc, en vrai, emprunter aujourd'hui à 2-3%, tu vois, moi, je viens de le faire, je suis très content, je pense que c'est un no-brainer. Et au pire, si je me suis complètement planté, tant que j'ai acheté l'immobilier qui avait une bonne valeur en face, moi, ça me va. Et au pire, j'irai harceler mon banquier pour refinancer ça. Donc, bon, les zones prime, tu l'as dit, elles bougent pas beaucoup pour l'instant. Ouais. Mais quand même, dans l'absolu, on essaie de négocier, tu te dis, un taux entre 2 et 3%. Ouais. Autant que ça tient, on se renseigne. Si vous écoutez cet épisode beaucoup plus tard dans l'année, ça peut avoir augmenté encore, on sait jamais. Je pourrais dire un peu en grossissant le trait, tu prends le plus haut des prix de l'IMO dans ton coin, à part les zones très très prime, mais encore même certaines, il y a des endroits où c'est parti en live quand même. T'enlèves un bon 20%. Ouais, et t'essaies de taper dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, si t'y arrives, tu prends. Sinon, t'attends. C'est un peu ça. Ouais, exactement. Et après, il y a juste une toute petite niche qui sont... Et ça peut, en revanche, pardon, juste ouais. pour bien clarifier nos propos, ça peut encore baisser même avec ça, hein, mais après... clairement. Voilà, on n'est pas en train de dire ça baissera pas en dessous, mais t'as déjà fait une affaire voilà, qui, sur les 20 prochaines années, t'éviteront de perdre 20% en tout cas, déjà de plus. Voilà. Ah ouais, mais attends, le sujet, il est surtout de se dire c'est quoi ton horizon d'investissement, parce que en fait, historiquement, l'immobilier, il a toujours réussi à combler les trous. C'est-à-dire que si à un moment, il y a une décote importante, tu peux te dire que tant que tu peux attendre, t'arriveras à retrouver ta valeur d'entrée. Après, c'est sûr que si tu rajoutes des frais de travaux, de rénovation qui ont quand même bien augmenté, et des frais de notaire, t'as intérêt à essayer d'être un peu agressif sur le prix de vente. Après, il reste toujours une petite niche. Et n'oubliez pas que ça coûte rien de faire une offre. Et ça coûte rien de faire une offre. Voilà. Et tu vois, moi, j'ai toujours quelques offres qui traînent à droite, à gauche, et c'est quand même hyper intéressant de voir comment ces offres sont traitées par les vendeurs. Tu vois, moi j'habite à Levallois et du coup on avait envoyé quelques offres avec ma femme sur des appartements qui étaient avec des classes énergétiques un peu pourries, du coup qui étaient interdits à la location, en disant on va se faire chez nous à aller valider avec la copro, de faire des travaux de rénovation, etc. Et du coup on a des prix, on s'était dit bon, quitte à se faire chier, autant faire des prix agressifs pour se faire chier pour quelque chose. Et en fait, les vendeurs les acceptent pas, mais en attendant les biens sont toujours sur le marché. Donc petit à petit, tu peux refaire la même offre à 20% moins cher et puis peut-être qu'il finalement. Ouais, on va voir. On était un peu agressif, mais en tout cas, c'est sûr. Combien agressif, c'est combien c'est d'acheter plutôt à 7 500 € du mètre, tu vois. Versus 9 000. Ouais, versus 9 000 exactement. Okay. T'avais un petit plan qui te plaisait en ce moment, t'allais dire, non? Non, mais c'est ça, c'est de se dire, okay. Il y a tout sujet de rénovation énergétique et alors moi ce que j'aime pas trop c'est que du coup les vendeurs veulent vendre, les copros ont pas l'obligation de valider les travaux et les futurs preneurs vont devoir les faire. Donc ça crée quand même une situation où tout le monde n'est pas hyper aligné. Du coup pour moi faut y aller que en étant assez serein et en ayant un peu réfléchi à comment tu fais pour faire de la rénovation énergétique. Parce que tu vois, si tu te retrouves à devoir rénover de l'intérieur, c'est-à-dire que tu vas perdre des mètres carrés, ça peut être très merdique et du coup une mauvaise opération financière. Donc, faut faire vraiment attention et bien réfléchir à comment tu rénoves. Mais en soi, déjà, t'es content de rénover énergétiquement un bâtiment, franchement, ça fait plaisir. Et surtout, si ça te permet d'acheter des trucs un peu moins chers, c'est sympa. Et là, c'est plutôt de la petite taille, donc c'est sympa. Tu vois, tu peux te prendre une pièce, 2 pièces, bien placée, et tu te projettes avec un peu de travaux, mais à la fin, t'as un truc ultra patrimonial. Ok, on a parlé de private equity, d'immobilier. Il nous reste quand même pas mal de choses et pas beaucoup de temps. On peut parler un peu des cryptos. Un peu des cryptos. On va parler après des choses plus exotiques aussi et peut-être du côté, pourquoi pas un peu si on veut s'enflammer. Ouais. Crypto, toi c'est aussi un peu ton dada parce que ça fait longtemps que t'es aligné sur des cryptos depuis 2017, non? Ouais, exactement. Ouais. Exactement. 5 ans, ouais. Ouais, ça fait 5 ans. Du coup, j'ai vécu un peu un marché hyper chaotique, mais qui fait quand même apprendre plein de choses. Tu vois, il y a quand même 2 événements Black Swan hallucinants, impossibles à anticiper. Et moi, tu vois, j'étais bien dégoûté. Alors Terra Luna, le crash donc c'est un stablecoin algorithmique qui du coup est censé être indexé sur une parité dollar, dont la parité a explosé en plein vol. C'était quand même quelque chose qui était vu et su. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens que tu peux suivre sur notamment sur Twitter, qui est quand même une super bonne source d'information, qui disaient que l'algorithmie de ce stablecoin était pas bonne. Et du coup, il y a des gens qui étaient exposés, mais pas tant que ça. En revanche, FTX
Là, on parle d'un truc de ma boule. Il va y avoir des films de dingue. Ouais, FTX, on y vient. Juste pour revenir sur ce que tu dis, Terra Luna, il y a quand même un gros truc, c'est que on nous parlait du stablecoin. C'est un peu con, mais c'était un peu totémique. C'est-à-dire qu'on te disait, le stablecoin, dans l'absolu, c'est stable. C'est stable, c'est aligné au dollar, donc t'investis là-dedans. Et donc tu rentrais là-dedans sans trop réfléchir. Donc t'as abîmé un totem là-dedans. Mais surtout, c'était un refuge. C'est-à-dire que t'as fait un trade, t'as potentiellement, tu dis, je vais sortir parce que là, je pense que c'est assez haut, etc. Et donc, tu te réfugies sur un stablecoin et ton refuge se fait saccager. Et c'est un peu, moi, j'aime bien, ça me fait penser quand même en 2007, 2008, 2009, sur la crise des subprimes où ton banquier te vendait depuis 4-5 ans des trucs super solides où il te disait, c'était pas écrit dans les petits trucs qu'il fallait lire, mais que tu lisais jamais. Mais il te disait, non, en fait, ça, c'est garanti. Et alors tu disais bah oui c'est garanti. En fait ça c'est t'avais l'impression qu'en fait ça pouvait pas bouger parce que c'était stablecoin et que c'était du dollar quoi. Tu disais ça va être indexé à ma monnaie donc tant pis plus ou moins. Et pour bien que tout le monde comprenne bien, en fait l'intérêt c'est que en fait ce qui est taxé en crypto c'est quand on sort en fiat, donc dans les monnaies. Et du coup, l'intérêt des stablecoins, tu ne payes pas d'impôt tant que tu restes dans l'univers de la crypto. Tu reviens pas dans le monde réel, voilà. Donc c'est la place de parking. Tu te mets au parking, tu sors en stablecoin et t'attends pour des opportunités pour rentrer. Donc quand t'es au parking et que tu reviens et que ta voiture a été brûlée, c'est un peu énervant. Mais si je reviens là-dessus, il existe des stablecoins qui sont réellement indexés au dollar ou aux monnaies fiat, comme on dit, à l'euro ou au dollar. Certaines qui vont même mettre en custody, je crois, en face $1 pour un stablecoin, hein, c'est ça. Donc t'as ça. Alors soit c'est des paniers de crypto, soit effectivement c'est carrément de la devise. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce que 2022 nous a appris, c'est que tout était possible, quoi. Première leçon, ils font un ledger, ou en tout cas un équivalent. Je suis pas sponsor ledger, mais je devrais, je leur dis souvent. Écoute, franchement, leur positionnement sur le marché, il a pris tout son sens, quoi. Donc, les exchanges crypto permettent d'acheter ou de vendre des cryptos, et du coup, quitte à acheter ou vendre, tout le monde laissait un peu d'argent sur les exchanges en se disant il est prêt à être bougé, et comme ça, au moins, je peux être réactif. Et là, maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait, plutôt que de laisser l'argent sur un exchange, le sortir et le poser en cold storage sur des clés que tu maîtrises, et typiquement une clé Ledger, c'est assez efficace. En tout cas, FTX, c'est un événement que tu pouvais pas anticiper. Et du coup, tu vois, c'est quand même super compliqué aujourd'hui de se positionner sur l'univers crypto en te disant, là, il y a deux valeurs, un stablecoin et le deuxième échange mondial qui viennent d'exploser en plein vol, sur, en plus, des trucs un peu triviaux, quoi. C'est-à-dire que le premier, il se fait sur des attaques. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est quasiment des bank runs. C'est-à-dire que c'est des gens qui demandent à récupérer leur argent, et comme tout le monde le fait d'un coup, le truc pète. FTX, c'est est-ce que je pourrais dire que c'est un peu comme si Euronext se cassait la gueule ou c'est une banque, faut vraiment le voir comme une banque, tu vois, une grosse banque systémique. C'est tout le monde va à la BNP Paribas pour retirer son argent, et au bout du millième client, la BNP dit en fait c'est fermé et votre argent en fait il est un peu parti. Et en plus t'apprends quand même pas mal de choses, c'est-à-dire que ça s'allie à la fois toute la gestion qu'ont pu faire, etc. Mais c'est-à-dire que tu vois, c'est quand même un univers qui est nouveau, c'est un univers où plein d'institutionnels commencent à s'intéresser. Donc, qu'est-ce qui va faire que les cryptos vont vraiment grandir? C'est quand des gros acteurs, des gens qui ont beaucoup d'argent vont s'y intéresser. Tu vois, typiquement, on peut regarder les fonds de pension. Aujourd'hui, tu as un fonds de pension, il va falloir quand même retrouver des fondamentaux hyper solides avant de se relancer là-dedans. Donc les cryptos, pour moi, elles ont pris un gros coup d'arrêt. En 2023, tu vas pas forcément regagner ce que tu as perdu. Et moi, je m'attends, tu vois, à un pouls un peu mort et un marché qui se structure, où les devs, où les gens bossent, où ça se structure, etc. Mais à mon avis, il va pas se passer grand chose. Après, il y a quand même quelque chose il y a 2-3 choses intéressantes. La première, c'est qu'on s'est fait voler un bull run. C'est-à-dire que le dernier bull run, la dernière grosse augmentation du marché des cryptos, FTX, qui était quand même le deuxième échange mondial, vendait des fausses cryptos. C'est-à-dire que toi, tu croyais que t'achetais un bitcoin, tu pensais que eux allaient l'acheter, mais en fait, eux, ils ajoutaient juste un +1 sur ton compte, mais ils faisaient rien du tout. Donc, l'effet que ça doit avoir sur le prix, il est énorme, quoi. Donc, potentiellement, en fait, les cryptos auraient pu monter beaucoup plus haut.
Moi, c'est le premier truc que je retiens. Le deuxième, c'est quand même que cold storage, tu vois, ce que je te disais. Et le troisième, c'est qu'on a eu la chance, en fait, parce que moi, je préfère que ça arrive maintenant, que dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, et que potentiellement dans un bull run. C'est-à-dire que ça, de toute manière, ce qu'on se rend compte, c'est que ce soit Terra Luna ou FTX, ça devait arriver. C'était une bombe à retardement. En fait, le timing, ouais, il est horrible et ça fait un bain de sang. Mais en fait, moi, je considère que plus tôt ça arrive, mieux c'est. Et vaut mieux que ça arrive maintenant qu'en plein bull run, quand les valeurs montent et que ça te flingue un bull run et que tu dois réattendre 5 ans, quoi. Donc, encore une fois, on donne pas de conseils. Toi, tu fais quoi? Tu as hold, tu gardes tes positions. Bah là, moi, j'ai plus le choix. Hein. T'as trop perdu pour vendre? Ah, moi, j'ai trop perdu pour vendre. Et je suis trop confiant. Moi, je suis très confiant long terme sur cette technologie-là. Et donc, tu en rachètes? Et du coup, moi, j'ai prévu d'en racheter, pas maintenant, mais d'attendre encore un tout petit peu. Moi, je trouve quand même que, tu vois, quand je vois le prix du Bitcoin qui est allé un tout petit peu en dessous des $17 000 à l'heure où on parle, ça montre quand même quelque chose, quoi. C'est-à-dire que il y a eu 2 scandales absolument hallucinants et le Bitcoin reste à $17 000. Ça montre quand même une résistance assez hallucinante. Et globalement, tous les projets décentralisés ont gagné quand même leur lettre de noblesse. FTX, c'était un échange qui était centralisé et on a vu exactement ce que la centralisation peut faire, des failles. Alors que des protocoles décentralisés qui ont fait leurs preuves, comme le Bitcoin, moi je considère aujourd'hui qu'ils ont encore une fois prouvé un peu leur force. Du coup, moi je vais essayer de re-rentrer en 2023 calmement en me disant que c'est de l'argent que je peux perdre. Après, moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est quand même le fait d'être exposé te rend hyper curieux. Et du coup, moi j'ai l'impression d'apprendre plein de choses. Après, le gros sujet, c'est surtout d'organiser le fait de pouvoir rester long terme dessus, et 2, de pas être en danger, donc de le faire calmement, sereinement, avec un système pour que vous gardiez vos coins chez vous et pas chez quelqu'un d'autre, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça t'incite en plus souvent à moins entrer-sortir bêtement, généralement. Très bien. Allez, toute dernière question là-dessus, mais il faut qu'on aille vite. Crypto, donc je t'entends Ether, Bitcoin. Tu vas dans l'exotisme un peu ou... Pas du tout. Pas du tout, ok. Moi, pas du tout. Franchement, là-dessus, moi, tu vois, je regarde, etc. Mais je considère que c'est pas du tout le moment d'y aller, quoi. Là, t'es plutôt là pour te recharger sur le roi et la reine que pour aller te balader un petit peu chez tous les petits qui sont parfois des effets de mode. Et là, aujourd'hui, il y a pas de mode, quoi. La mode, c'est quand il y aura un bull run et tu vois, tu peux faire des paris, etc. Mais là, pour moi, faut se renforcer sur des valeurs refuges dans chacun des marchés et du coup, plutôt des grosses capitalisations. C'est pareil dans le private equity, tu crois? Tu connais un peu d'ailleurs, parce qu'on peut éviter ce sujet si t'es pas à donf. Moi, je suis de près de loin, mais j'ai pris quand même j'ai pris des bons. Mais tu veux parler de côté là? Du côté, pardon. Excuse-moi, pas private equity dans le. Écoute, je suis pas un gros pro du côté. En revanche, j'ai beaucoup regardé quelques titres, tu vois, dont le titre OVH, et dont les gros titres des GAFAM. En me disant quand même, ils ont été bien massacrés, quoi. Quand tu regardes Google, Facebook, moins 60% sur l'année, hein. Amazon quasiment dans ces eaux-là, Google moins 30, moins 40. C'est quand même des corrections qui sont hyper agressives. Tu vois, l'action Tesla, pareil. Moi, je suis quand même convaincu assez long terme pour certaines de ces sociétés-là. Moi personnellement, je mets Facebook un peu de côté, mais tu vois, du Amazon, du Google et du Microsoft et du Tesla, te dire que tu peux les acheter à moins 30% il y a un an, alors qu'il y a un an tout le monde était plutôt bullish en se disant confinement, accélération de leur chiffre d'affaires parce que les modes de vie ont évolué beaucoup plus rapidement que prévu. Du coup, tous les titres se sont envolés. Là, tu les achètes pré-Covid en termes de valeur. Donc, moi, je regarde attentivement cette partie-là. Moi, j'étais moins convaincu par un méta que les autres. Hein. Tu vois, tu dis moins 60, mais leur move sur la métaverse et tout, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont fait aussi fortement corriger. Ils sont quand même sérieusement challengés par TikTok. Ils sont attaqués de partout. C'est-à-dire que même, tu vois, nous, quand on faisait de la pub sur Facebook, on savait que les statistiques qui étaient affichées par Facebook de diffusion de tes pubs et tout étaient pas bonnes.
Et il y a eu des scandales là-dessus. Donc, ils sont pas bons sur leur pied d'appel publicitaire. Ils sont attaqués en plus sur leur part de marché là-dessus. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'investissements sur le métaverse, etc. Donc c'est un pari. Donc c'est risqué. Et du coup, moi c'est pas exactement ce que j'attends de la partie boursière. Tu vois, moi la bourse, c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Tu vois, moi j'avais tout vendu il y a 18 mois. En me disant que je préférais rester sur le côté et que je rentrerai quand ça serait un peu plus bas. Et là, tu vois, je commence à regarder pour rentrer petit à petit au fur et à mesure, tu vois, au courant de l'année. Et avec ça, on a fait un bon tour. Après, on a fait un bon tour. Je vais venir sur les trucs, pour finir, pour s'éclater sur les trucs plus exotiques aussi. Il y a quand même là-dessus, moi, il y a un truc que j'ai un peu plus découvert ces derniers temps parce que je me fais éclater sur mon boursicotage de loin. C'est-à-dire que, bon, sur les valeurs tech, honnêtement, j'ai quand même un peu pris le bouillon. Maintenant, j'en avais plus trop et j'en avais vendu une partie à un moment et je revenais en DCA. Donc, c'est pas si grave selon la strat que j'ai. C'est que j'investis au fur et à mesure tous les mois. Pas beaucoup et donc, du coup, le bouillon est quand même un peu lissé. Cela dit, tu vois, j'ai fait j'ai énorme gamelle sur Orpea, mais énorme. C'est-à-dire, Orpea, je prends cher. À chaque fois, je me dis, mais tu vois, malgré mon DCA, sur tout ce que j'ai fait, alors ça, c'était sur un portefeuille virtuel que j'ai fait avec un partenaire qui s'appelle Itoro, que tu connais peut-être. Et depuis septembre, en 4 mois, je suis à moins 60 alors que j'en rajoute tous les mois. C'est n'importe quoi. Et je me dis, il y a bien un moment surexposé sur Orpea. Non, je parle que de moins 60 que sur Orpea. Hein. Oui, d'accord. Mais Orpea, tu te dis à un moment, attends, ils sont au fond du fond, tu vois, tu peux pas faire pire. Et ça reste des maisons de retraite, je me dis, il y aura toujours autant de personnes âgées. On en a besoin, ils sont tellement systémiques, il y a tellement besoin d'eux, qu'ils vont bouger, ils vont s'améliorer. Ouais, et puis à un moment, ils sortent scandale sur scandale, et en fait, tant qu'il y a des scandales qui sortiront, ce sera compliqué. Moi, tu vois, mon avis là-dessus, il est plutôt de se dire, de garder du cash. En fait, tu vois, il y a des choses qui sont pas pricées. Demain, tu as un durcissement du conflit ukrainien. Toutes les valeurs européennes, elles vont encore replonger. Demain, tu as une annonce de cessez-le-feu. Pendant 10 heures, la bourse va imploser. La bourse va imploser. La bourse va pas mal augmenter. Donc moi, aujourd'hui, tu vois, ma stratégie est plutôt de se dire, je fais pas de paris sur des boîtes. En revanche, je garde du cash. Entre 30 et 50% de ce que tu mettrais en cash. Quoi. Exactement. Okay. Et je rentre vraiment quand il y a un événement très particulier. Ça, j'ai du mal parce que souvent je les loupe ces événements. J'enregistre à ce moment-là. Je sais pas, tu vois, non, je déconne, mais. Non, mais t'as raison. Ça peut jouer, ça joue à 24 heures. Mais demain, t'as un cessez-le-feu. Je sais pas si t'imagines ce qui peut se passer en cas de cessez-le-feu sur le prix des matières premières, sur les anticipations de croissance, etc. En Europe, ça peut être quelque chose de fort. Ce que j'allais dire, c'est que moi, les choses que j'ai pu découvrir sont en effet les indices MSCI World ou des copies que tu vas faire sur des portfolios comme Warren Buffett, Berkshire Hathaway, etc. C'est là-dessus que je fais les plus beaux scores en fait, parce que eux, ils font leurs entrées, leurs sorties, ils calculent leur machin, et puis ça marche bien sur des trackers, donc qui sont soit synthétiques, qui sont pas exactement ce qu'ils font, mais qui sont des copies. Donc voilà, moi je recommande pas, mais je m'applique ça et je vois que ce sont les rares endroits où j'arrive à faire des plus 6 alors que tout le marché est à moins 20. Mais tu vois, moi je trouve que c'est hyper dangereux, ça reste hyper dangereux aujourd'hui où tu vois, tu sens quand même que le monde il est pas stable et qu'avec un tweet, avec un scandale, avec une annonce macroéconomique que tu peux jamais anticiper de ta vie, il y a tout qui peut partir très à la hausse ou très à la baisse. Très clair. Écoute, on va s'achever sur. Tu m'as parlé 20 voitures de collection, montres, etc. J'allais te poser la question est-ce qu'on peut mettre tout ça dans le même sac, dans le même paquet, plus ou moins, de toutes ces. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Hein. Déjà là-dedans, on va faire une approche un peu grossière de tout ça. Après, vous, chacun, si vous avez une passion là-dedans, regardez-les bien, ces passions, creusez-les bien. T'as des beaux épisodes là-dessus. Ouais, j'ai des beaux épisodes et on le voit et sur les montres. Sur lesquels t'as les vraies têtes de gondole qui prennent cher. Je pense que c'est pareil sur les voitures. Moi, j'ai des potes qui ont vendu j'ai un pote qui a eu une Ferrari, il l'a eu pendant 3 mois. Elle valait, je crois, 100 000 euros. D'occasion, hein. Il a dû l'acheter à 95, il l'a revendu à 110, et puis il s'est fait plaisir tout un été, et aujourd'hui, la même, elle vaut 70, quoi, et je parle pas un an ou 18 mois après, alors qu'à cette époque-là, ça avait plutôt une tendance à monter. Ouais. Donc, notamment porté par de la consommation en Chine, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, moi, je mets tout dans le même panier en me disant, quand t'es dans un marché haussier,
en fait, tu peux te faire plaisir avec des valeurs un petit peu plus originales. Mais des classiques quand même. Et c'est du kiff. Et t'es sur une niche fiscale. En général, tu vois, l'art, les voitures, etc. T'as aucune fiscalité. Tu vois, les voitures, t'as le droit à 5 plaques d'immatriculation par an, où tu peux faire un aller-retour, où tu payes aucune imposition sur la plus-value. Sur des voitures qui sont antérieures à une date, donc c'est plutôt des voitures de collection effectivement. Mais du coup, là t'es dans un marché baissier, donc tu vois, moi je m'éloigne de tous ces sujets-là en me disant, en fait, tu sais pas jusqu'où ça peut aller, et en fait, c'est des sujets où t'es pas forcément là pour faire des coups hallucinants. Donc soit tu te dis, là il y a un coup de fusil à faire, il y a une cave à vendre, elle vaut 100 000 euros, en fait il me la vend 25 000, et t'es sûr que tu fais une bonne affaire. Soit tu vas pas du tout et t'attends que le marché il bottom bien, qu'après il reparte et qu'après il se stabilise. Et là, tu peux jouer sur un marché haussier à faire, tu vois, un jeu sur ton avec le temps très simplement entre ton point d'entrée et ton point de sortie. Mais là, moi, je fais super gaffe. Tu vois, on parlait de montres, quand tu regardes là quelques valeurs de montres qui étaient montées quand même très très haut, il y a quelques valeurs qui se font, qui sont c'est quoi, c'est en sang, quoi. C'est quand tu prends moins 30, moins 40%, en fait, tu t'éloignes un tout petit peu du sujet, quoi. En fait, tu reviens au prix, je veux dire, exactement, qui était passé de 30 000 à 60 000, où ça marche dans des plus petits prix, hein, mais, et ça marche dans des plus gros prix aussi, hein. T'as des montres qui étaient passées de 60 000 à 300 000. Bon, en fait, tout le monde reprend son prix de base et du coup, ça fait assez mal. Donc, c'est important d'avoir ses repères là-dessus et tu vois, moi, c'est quand même des sujets qui doivent rester des sujets de kiff. Et du coup, moi, c'est important de le faire sur les sommes qui sont pas stressantes. Ouais, voilà, et des sujets de kiff que tu connais, quoi. C'est vrai que, alors moi, j'ai acheté un ou deux vins en vintage, quoi. Ouais. Enfin, en primeur, pardon, je sais pas si c'est le même terme d'ailleurs. En tout cas, en primeur, en primeur. Donc, ce sont des vins que j'achète à la commande sur l'année, mais ils sont pas encore produits, quoi. Enfin, ils ont été généralement vendangés, mais ils sont pas encore en bouteille sur quelques bons vins. Et je t'avoue que c'est pareil, on parle de bouteilles à 500 euros ou choses comme ça, tu te dis bon, est-ce que et dans les années précédentes, en effet, tu pouvais les revendre à peu près à la sortie de la bouteille à 1000, 1200. Là, tu dis ça va peut-être être moins le cas, mais je me dis qu'elles vaudront quand même toujours ces prix-là. Mais mon objectif, il est de me dire surtout si même avec 5 bouteilles, je réussis à m'en payer qu'une seule et à la garder et à la boire, je serais heureux en vrai, tu vois. Et sur les primeurs, t'as quand même des guides qui sortent, qui te disent bon, sur la base de la vendange, voilà ce qu'on a pensé du raisin, et du coup voilà ce qu'on anticipe. Et les mecs sont quand même plutôt bons à ça. Ouais. Donc en général, c'est un sujet d'allocation, quoi. C'est le pareil, il est surtout de se dire est-ce que j'arrive à avoir une place pour en acheter, parce que souvent c'est out of stock assez vite. Bon, en fait, dans l'ensemble, là, on est complètement attentiste, on est d'accord. En fait, si on a des choses bien pricées, si vous avez l'occasion de vendre un appartement, une maison bien chère, vendez-la. En gros, opportuniste et attentiste. Si vous avez l'occasion, comme tu dis, opportuniste, d'acheter un truc bien à un très bon prix, et ça existe. Tu le disais, hein, tu fais une offre, et puis tu vois, et puis ça tombe, et ça arrive dans plein de choses, parce que en fait, il y a des gens qui savent pas bien vendre. Donc du coup, dans ces choses-là, tu vas dire que ce soit une montre, un machin, quelqu'un qui a besoin de l'argent. Il y a des contextes personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, ils ont besoin de vendre. Il y a des fonds qui arrivent à date d'échéance et du coup, les derniers actifs, ils doivent les vendre, ils sont prêts à le faire. Il y a des promoteurs qui doivent boucler des programmes pour passer au prochain, etc. En fait, tu sais jamais, et effectivement, faire une offre, ça permet deux choses, ça permet de savoir et ça permet de suivre. Et du coup, tu connais un peu le marché grâce à ces offres aussi. Ce qui est hyper excitant, c'est que là, on était dans une sorte de bull run qui a qui a explosé. On est plutôt dans le bear market là en ce moment, donc ça descend. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on rentre dans le monde d'opportunités pour tous ceux qui savent bien faire. Donc connectez-vous à plutôt un secteur que vous connaissez, qui vous plaît parmi ceux dont on a parlé, et regardez bien et trouvez les opportunités, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec ça, avec aussi le sujet de patience, quoi. 2023, c'est long, il peut se passer encore plein de choses. Moi, je pense que c'est important de donner aussi un peu du temps et de voir un peu comment ça se passait. Tu vois, il y a des annonces là de Christine Lagarde sur les taux qui vont dans quelques jours, qui doivent changer pas mal de choses aussi. Tu vois, si les rebaissent, c'est quand même pas la même chose que si elles continuent d'augmenter, que les taux continuent d'augmenter et du coup, tu vois, le marché résidentiel, etc., il va commencer quand même à tirer un peu la langue. Du coup, il y a quelques événements là qui sont quand même bien à suivre.
Mais ouais, patience, un peu d'opportunité et de la curiosité aussi pour regarder quoi. Regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe en Chine et à Taïwan, et puis voilà, en fonction. Pas question bonus, mais il s'est passé quand même 2-3 petites choses. J'ai fait notamment, je l'ai noté là, mais des épisodes sur les SPAC. Il y a quand même 2-3 trucs comme ça qui ont juste explosé en plein vol. Non, les SPAC, à part celles qui se sont déspaquées, si vous connaissez pas, écoutez les épisodes. Là, c'est un truc qui va disparaître, non? Je vais te dire, c'est peut-être le bon moment là pour lancer. En fait, là c'est peut-être pas le bon moment. Tu peux te dire, en fait, je sors un SPAC opportuniste. Après, tu vois là, il y a des annonces de très gros fonds américains qui disent en fait, on arrête même de constituer des véhicules. On attend un peu 6 mois parce qu'on n'arrive pas à réunir l'argent, etc. Je pense qu'il y a quand même un sujet de réunir de l'argent aujourd'hui. Tout le monde est attentiste et tout le monde a envie d'attendre encore un tout petit peu. Mais sur les SPAC, c'est sûr que là, en fait, c'est exactement ce qu'on se disait sur des valeurs plus exotiques. Si tu paries sur juste l'augmentation des multiples, t'agrèges plein de valeurs et de toute façon ça fait que monter. Là, en fait, les mecs qui vont vraiment réussir à créer de la valeur, c'est les mecs qui bossent, quoi. C'est les mecs qui font progresser les produits, qui améliorent les équipes, qui rentrent dans des nouveaux marchés, etc. C'est pas juste de l'agrégation, quoi. Donc les SPAC, c'est sûr que ça va pas être la mode là. 2 dernières questions. Bon, toi, on te suit sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Et ailleurs. Donc, exactement. Voilà, Gauthier sans H, de la Brousse Maillot. Je mettrai le lien, évidemment. Voilà, on peut te contacter, si vous voulez. Allez-y, faites-vous plaisir. Si je reprends Iroko, du coup, dans tout ça, je pourrais aussi me dire le contexte. En fait, vous avez été classé plusieurs fois premier, je crois, sur au moins une fois, en tout cas, sur les classements, les performances des SCPI, etc. Exactement. Il y a un moment où dans ce marché là, je pourrais me dire la SCPI, en fait, vous étiez tous 6, 7, 5, enfin pas tous d'ailleurs, de quelques pourcents à 6, 7. La moyenne du marché, elle est à 4,20. Et mais vous allez vous faire éclater tous. Est-ce qu'on va se faire éclater en fait, il y a quand même, tu vois, il y a 210 véhicules SCPI, c'est des milliards de valos et c'est des véhicules qui sont tous hyper différents, quoi. T'en as qui ont 40 ans, qui ont constitué des stocks, tu vois, t'as Amundi qui a des SCPI, à côté de ça, t'as BNP Paribas, t'as Allianz, et après t'as des véhicules plus récents. Moi, je considère que aujourd'hui, en tout cas, si je prends ma casquette Iroko, on a pas mal de trucs à faire valoir. Tu le disais, on a fait une bonne performance l'année dernière. Cette année, on va faire à peu près la même performance. Tu vois, on est en train de boucler l'année là et on sait qu'on va faire une performance annuelle autour des 7%. Tu vois, c'est quand même c'est quand même très fort. Et tu vois, tu te dis bon, est-ce que je fais de l'immobilier en direct ou est-ce que je confie mon argent à une SCPI où je suis diversifié? Nous, en tout cas, la réponse qu'on va apporter, c'est il n'y a pas de débat. Et comment on voit 2023 ? Moi, je le vois avec pas mal d'appétit parce que en fait, c'est hyper excitant quand tu achètes de l'immobilier. Tu as la sorte de 4 heures de comité d'investissement. Les prix, ils sont en train de vraiment bouger. Et on a des vendeurs parfois qui ont besoin de vendre. Et du coup, on fait des affaires. En fait, si tu collectes 1 milliard, tu vas faire le marché. Nous, on collecte pas beaucoup. Tu vois, on est encore assez petit. Et du coup, le barycentre du fonds, il va plutôt être en période de crise. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on a du cash. On n'achète pas avec de la dette. Et du coup, on a beaucoup moins de concurrence qu'avant. Donc, plus de prix bas, moins de concurrence. Du coup, nous, on achète de l'immobilier moins cher. Là, et comme on est jeune, on n'a pas un stock infini. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Je t'avoue que nous, on a beaucoup de chance dans la constitution d'Iroko. Et historiquement, tu vois, tous les fonds qui sont constitués en période de crise, ils ont construit des performances hyper pérennes. Ce que j'ai pas réussi à faire, moi, depuis notre dernier épisode, et c'est mon gros truc avec les SCPI, c'est emprunter pour investir en SCPI. Là, c'est plus dur d'emprunter, hein. Tu vois, nous, on déjà avait dur à l'époque, mais nous, c'était dur, mais c'est un peu spécifique à Iroko parce que tu parlais à un banquier d'Iroko, il disait connais pas. Moi, j'avais appelé mon banquier chez moi. Où il dit Iroko à 6 mois, t'es gentil. Tu rentres dans ma SCPI, ok, mais chez Iroko, no way, tu vois. Ça c'est la spéciale. Après, aujourd'hui, il y a un truc qui est sympa et tu vois, moi, c'est vraiment ce que je suis en train de faire pour mes enfants, c'est de la nue propriété. C'est te dire, en fait, l'accès à la dette est compliqué. Donc, l'effet de levier t'oublie. En revanche, t'as une forme d'effet de levier en achetant la nue propriété. Donc, la pleine propriété d'une part en SCPI, elle se découpe en nue propriété plus
la jouissance. Donc tu renonces au loyer, c'est hors IFI, c'est hors imposition, t'as aucune imposition, et t'achètes ta part un peu moins cher. En échange, tu t'engages sur une durée entre 3 et 20 ans et tu choisis. Et du coup, tu vois, notamment pour les enfants, c'est sympa, parce que tu l'oublies. Toi, t'es nu propriétaire. Du coup, s'il y a des plus-values, si y a des ventes, etc., entre guillemets, le fruit est pour toi. En revanche, si tout le risque locatif est plus pour toi, parce que c'est l'usufruitier qui le prend. Donc en période de crise, tu te dis, en fait, je prends la nu pro, je laisse l'usufruit, j'ai aucune imposition et je me constitue comme ça une petite épargne long terme. Donc aujourd'hui, tu vois, on est vraiment en train de remplacer tous les investissements en leverage par la nue propriété. Et on peut rentrer au mois le mois. Je peux faire un versement mensuel ou un truc comme ça, simplement. Ok, super intéressant. Toute dernière question, parce qu'on a explosé le temps que je voulais accorder. C'est quoi ta martingale à toi, Gauthier ? Eh ben, c'est exactement ça. C'est en ce moment là, c'est la nue propriété pour les enfants, investissement long terme. Où tu achètes de l'immobilier, tu le gères pas, tu rentres à partir de 30 € par mois. J'allais dire, je peux faire 100 balles, 50 balles, 30 €. Tu peux faire 30 € et moi je trouve que c'est assez génial. Et ça, c'est toi qui vas prélever ma carte ou je dois faire un virement ? Non, en prélèvement. Quoi, les deux, tu choisis, tu vois. Si tu veux, on prend tout sauf les chèques. Parce qu'on a des problèmes avec la poste où il y a des chèques qui sont volés, mais prélèvement, c'est très bien, ouais. Ok. Bon, merci, Gauthier. On a fait un bon tour. Merci Mathieu, c'est cool. Super tour. Je suis hyper content de voir tout ça. J'aime ces moments d'opportunisme. Malheureusement, moi, je suis pas super long en cash parce que j'ai quand même beaucoup investi. Donc, il va falloir que je reconstitue mon petit trésor de guerre. Ou que tu parles à ton banquier. Ou que je parle à mon banquier. Mais voilà, se dire un peu, être capable de juste économiser suffisamment au mois le mois. Trouver des éléments de liquidité, pourquoi pas, tu vois, réussir à vendre un truc bien, et puis voilà, ça arrive de temps en temps. De toute façon, j'ai disséminé tellement qu'il y a bien un truc heureux qui va se passer quelque part, tu vois. Je le souhaite. Merci à vous tous. Je suis en train de regarder mon portefeuille, en effet, en même temps, je te regardais, en fait. C'est vrai que le MSCI World, tu vois, je suis à moins 3 quand même, presque moins 4. Énergie renouvelable, je suis à moins 14, c'est tu vois, Bitcoin moins 17 sur le truc, Orpea moins 62. Voilà. Et après j'ai j'ai follow des personnes. J'ai fait des copies portfolio de personnes. Jane Nemesis plus 9, Bruno Gomez plus 6. Et tu vois, en effet, derrière il me reste Euraseo moins 2, presque 1,65. Et alors l'autre pire c'est Tesla à moins 37, tu vois. Donc quand même au total ma perf, je suis à moins 15%, selon le panaché de tout ça. Bon. Fallait prendre du Hiroko, hein. C'est un peu dégueu. Allez, je ferai ça. Bon, je vous embrasse, et à bientôt sur la martingale. Partagez ces épisodes. C'est comme ça que vous me faites connaître, pour vos amis. Et puis voilà, ceux qui l'ont pas trouvé, on a lancé, justement avec Itoro, j'en parle, mais un guide de l'investissement 2023 qui est super cool. On s'est dit qu'on allait même le laisser, le créer en livre à imprimer sur Amazon qu'on va mettre à vendre, mais sinon il se télécharge gratuitement. Vous trouvez ça, le lien sur guide.lamartingale.io, je crois. On mettra les notes dans le lien de l'épisode. Je vous embrasse et puis à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut Gauthier, merci pour ton temps. Salut tout le monde. Ok, avant de partir, parce que j'ai fini l'épisode, il était plus long, mais j'ai négocié un truc avec Gauthier d'ailleurs. Une fois de plus, j'ai oublié de le faire pendant l'épisode, mais je lui ai demandé un truc pour vous. Ce qui avait bien marché la dernière fois, c'est une bouteille de champagne offerte. Il vous envoie une bouteille de champagne si vous ouvrez un compte sur Hiroko. Donc voilà, écoutez, sachez que je gagne rien. Une fois de temps en temps, pour être totalement transparent, Gauthier me fait le plaisir de m'envoyer une bouteille, où il m'a même envoyé une caisse, mais juste par sympathie. Sinon, c'est pour vous, voilà. Donc vous rentrez le code Martingale en majuscule. Martingale, pas la Martingale, mais Martingale en majuscule, et vous aurez une bouteille de champagne offerte pour toute ouverture de compte. C'est cool, ça se prend, et puis ça sera tété intéressant. Encore une fois, on ne donne pas de conseils, vous faites ce que vous voulez. Je vous embrasse. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité,
contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.